Allez, bonjour, c'est parti pour un nouveau numéro de Ça vaut le coup, l'émission qui donne du sens à votre épargne sur Boursorama. Aujourd'hui, on parle de ces nouvelles stars de la Bourse de Paris, les Cole, les Kering, L'Oréal, Hermès et LVMH. Et on se demande si ces entreprises sont en pointe en matière d'ESG. Bonjour Anne-Catherine. Bonjour David. Anne-Catherine Husson-Traoré, directrice générale de Novetic. On en parle aussi parce que LVMH est passée première capitalisation boursière européenne. Et donc voilà, les Cole sont les nouveaux rois de la bourse aujourd'hui. Et a priori, c'est aussi les rois de l'ESG, au sens où ils sont tous les cadres, très bien notés sur un plan ESG. Ils sont d'ailleurs dans ce qu'on appelle le CAC 40 ESG. C'est-à-dire c'est un indice qui sélectionne les entreprises sur leur notation, sur des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, notés par MSCI. Et donc leur poids boursier dans ce CAC 40 ESG est encore plus fort que leur poids au sein du CAC 40. Je crois que c'est déjà plus de 30% les Cole. Oui, tout à fait. Au sein et du puis CAC 40. effectivement, aujourd'hui, ces indices, qui est logique, c'est des indices boursiers, donc ils paramètrent à la fois les critères ESG, mais aussi les critères de capitalisation, etc. Donc il y a un effet, j'allais dire, boule de neige dans leur poids qui devient de plus en plus important dans tout ce qui concerne la stratégie boursière à la fois européenne et française. Donc quand on est un investisseur soucieux, encore une fois, d'investir dans des entreprises qui sont bons élèves, qui respectent en tout cas ces critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, ces stars du luxe sont assurément des bons élèves en matière de ESG ou il n'y a pas de débat? C'est pour ça que Ronex a pensé à vous en tant qu'investisseur. Donc il a lancé ce CAC 40 ESG il y a maintenant plus d'un an. Et puis il vient de lancer un autre indice qui s'appelle, nom de code, SBT 1.5. Voilà. Parce que l'idée, c'était que le ESG, c'est très large. C'est 300 critères, à la fois environnementaux, sociaux, de gouvernance. Et du coup, par contre, il y a des investisseurs qui s'intéressent uniquement aux critères climatiques. Donc le E de ESG. Voilà. Enfin, il y a encore une partie du E de l'ESG, puisque dans le E, on a à la fois tous les sujets environnementaux, donc aussi bien la biodiversité que le climat. Ouais. Mais l'indice que vient de lancer Euronext, lui, il est centré climat. Donc SBT 1,5 ? Alors, SBT, c'est pour Science Based Targets, et 1,5, c'est le degré de réchauffement climatique. Donc en fait, Science Based Targets, c'est une initiative qui a été lancée et qui est, comme son nom l'indique, basée sur la science en 2015. Alors, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que pour tenir cet objectif d'1,5 degré, on a un volume donné d'émissions de CO2 dans les, on va dire les 10-20 ans qui viennent. Ce volume donné, c'est ce qu'on appelle un budget carbone. Et ce budget carbone, il est indépassable si on veut atteindre les 1,5 degré. Donc l'initiative, elle regarde quels engagements de réduction prennent les entreprises et elle certifie que ces engagements de réduction sont alignés sur ce budget carbone qui est calculé pour chaque entreprise en fonction du secteur auquel elle appartient, carbo-intensif ou pas, et en fonction de sa part de marché dans ce secteur. Donc, c'est-à-dire que toutes ces boîtes-là, celles qui sont... Alors, celles qui sont sélectionnées dans l'indice, elles ont fait certifier... sont alignées sur les accords de Paris, quelque part. Alors, tout à fait. Enfin, sur l'accord de Paris. Elles ont fait certifier leurs engagements. Ouais. Donc, effectivement, c'est un gage que leurs engagements climat sont à peu près sérieux. Le problème, et nous, à Novetic, on vérifie et on analyse les différentes méthodologies, parce qu'il existe beaucoup d'indices climat, et on peut dire à notre investisseur... Tous ne se valent pas ? Tous sont différents, donc on sait pas, on achète une ambition climatique, mais on ne sait pas vraiment jusqu'où elle est respectée. Parce qu'en fait, la question, par exemple, dans le cas de cette initiative, vous ne pouvez pas vérifier que les émissions sont réellement réduites. Ils vérifient que l'engagement est cohérent d'un point de vue scientifique. Ça, c'est un premier point. Ouais. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, souvent, alors là, un peu de jargon aussi, on est sur le scope 1 et 2. C'est-à-dire, on est sur les émissions directes et sur les émissions liées à l'énergie. On n'est pas sur le scope 3. Le scope 3 étant les fournisseurs, 3, les clients. Voilà, et surtout les clients. Ouais. Donc, par exemple, pour le luxe, on est bien sur une dimension énorme. Par exemple, vous venez en jet privé, acheter je ne sais quoi à la boutique Dior de l'avenue Montaigne en partant de 20 km. Le bilan carbone. Là, le bilan carbone est désastreux. Donc là, c'est du scope 3. Ce n'est pas vous qui avez affrété le jet privé. Mais en revanche, vous êtes comptable aussi des émissions. C'est incalculable, ça, pour les stars du luxe, de savoir comment viennent, par quel moyen de locomotion vont venir acheter... Alors, c'est tout le problème du incalculable. C'est ce qu'elles disent. En revanche... en général, vous connaissez bien votre client dans le luxe, donc vous pouvez tout à fait évaluer. Il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui vous demandent, par exemple, on sait que les centres commerciaux, le gros de leur impact carbone, c'est les gens qui viennent en voiture dans ce centre commercial. Donc on peut le savoir aussi.
Vous pouvez poser la question de savoir si monsieur machin ou tel acteur ou je ne sais pas qui est venu en jet privé. Il ne vous le dira peut-être pas, mais enfin ça peut vous donner un élément d'évaluation. Donc en fait on a ce premier sujet. Mais finalement, donc c'est un indice climatique au sens, ça donne un indice. Et c'est vrai que pour un investisseur soucieux de se dire je veux quand même sélectionner les entreprises qui ont compris le sujet climatique et qui regardent leurs émissions et qui veulent les réduire, c'est quand même une garantie qu'il y a une démarche, qu'elle est solide, qu'elle est vérifiée par un tiers externe, donc il ne faut pas non plus effectivement tout jeter. En revanche, ce qui est aussi important à regarder pour l'investisseur en question, c'est que pour les calls, le vrai sujet, c'est pas tant le climat. Pourquoi ? Parce que finalement, ils dépendent de la biodiversité. Pour faire du parfum, du textile, des cuirs, sacs, etc., des sacs, il faut des ressources naturelles. Et par exemple, Kering dit très bien que sa stratégie biodiversité qu'il a lancée en 2020, c'est le socle de son activité. Kering s'est par exemple engagé à ne plus utiliser de fourrure dans aucune de ses marques à l'automne 2022, ce qu'il a fait. Et il est lancé dans ce qu'on appelle de l'agriculture régénératrice. C'est-à-dire que l'objectif, c'est d'arriver à un impact positif net. Concrètement, une entreprise comme Deluxe, elle a des impacts sur la biodiversité puisqu'elle utilise des ressources naturelles. Donc la question de comment elle les prélève, est-ce que c'est durable ou pas. Et puis, elle est dépendante. S'il n'y a plus de telle ou telle fleur exotique très rare qui est dans tel parfum, et ben elle ne pourra plus fabriquer ce parfum. Donc pour elle, c'est un sujet très très concret. Et aujourd'hui, tous les calls ont une stratégie biodiversité assez différente. Elles sont plus engagées sur la biodiversité que sur le climat parce que l'enjeu elles sont engagées sur le côté, le climat, ce qui est vrai d'ailleurs. Le climat, c'est un problème global. La biodiversité, c'est un problème de matérialité pour nous, pour notre activité. Donc, d'un point de vue d'un investisseur, il est très important d'aller vérifier qu'une entreprise de ce type, qui est orientée vers les consommateurs et qui a un modèle de vente de produits de luxe à des prix extraordinaires, est toujours capable de les fabriquer. Sinon, le modèle économique va s'effondrer. Donc, c'est plus important que la logique climatique. Et dans la plupart des cas, il lie les deux. Et dernier point peut-être important, celle de L'Oréal, par exemple, qui a été lancée en même temps que celle de Kering, elle est basée sur les limites planétaires. C'est-à-dire que leur logique, c'est de se dire, c'est une matrice qui a été mise au point par l'Institut Stockholm de résilience, qui est donc un institut qui calcule comment en fait on est en train de dépasser nos 9 limites planétaires. Ces limites, c'est ce qui rend la vie humaine possible sur Terre. Donc on en a déjà dépassé 6 des 9, et du coup, ce qu'a fait L'Oréal à l'échelle qui est la sienne, c'est parce qu'ils ont calculé qu'ils prélèvent des milliers en fait d'ingrédients et de ressources naturelles, et donc ils ont calculé, ils veulent que vraiment eux aussi avoir un impact neutre positif à un horizon rapide pour ne pas dépasser les limites planétaires à leur échelle. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Non, mais je vous disais... ni notre investisseur soucieux d'investir dans c'est pas l'objectif. Non, mais donc on peut les discriminer, on peut les comparer les uns les autres, même si leurs problématiques sont... Oui, alors pour l'instant, effectivement, comme sur le climat et sur la biodiversité, on a très peu de choses en fait, parce que alors, déjà sur le climat, on voit que les méthodologies sont différentes, mais sur la biodiversité, on n'est même pas au début du commencement de l'harmonisation des données. Donc il faut les croire sur parole ? Il faut déjà les regarder comment. Parce qu'en général, évidemment, tout ça est sur leur site internet, comment elles structurent leur stratégie biodiversité. Si elles le font plutôt dans le cadre de leur fondation, en faisant des bonnes actions pour restaurer la mangrove je ne sais pas où, ou ce genre de choses, ou si elles sont vraiment sur leur cœur de métier, ou si vraiment à l'échelle de ce que fait L'Oréal, on est sur une logique de stratégie qui est définie en fonction des limites planétaires et non pas de L'Oréal seul. Comment est-ce qu'on résume tout ce qu'on s'est dit là, au final ? Ce qu'on résume, c'est parce que le point de départ, c'était, voilà, pour l'investisseur, pro-ESG, ISR, est-ce qu'il a bonne conscience ? Est-ce que le job est fait par les stars du luxe et par les calls ? En fait, ce qui est important, c'est qu'effectivement, au jour d'aujourd'hui, les calls sont les stars de la bourse à tous les sens du terme, y compris ESG. Mais si on est un investisseur de long terme, il faut aller regarder quelle est la solidité de leur stratégie de long terme sur des sujets aussi cruciaux que le climat et la biodiversité. Parce que finalement, si on résume tout ça, c'est que c'est une méthodologie, des critères à regarder, si on veut effectivement être sûr que ces entreprises seront aussi florissantes à un horizon moyen-long terme qu'elles le sont aujourd'hui. Allez, merci beaucoup. Explication, je vais la refaire. Allez, merci beaucoup. Explication signée Anne-Catherine Husson-Traoré, directrice générale de Novetic. Merci. Merci David pour l'invitation. Et Ça vaut le coup revient la semaine prochaine sur Boursorama.